Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Et notre invité ce matin, c'est Paul Magnette, président du Parti Socialiste. Bonjour Paul Magnette. Bonjour. Merci d'être sur BX1, d'être venu jusqu'à Bruxelles. Je suis à Bruxelles très très souvent, vous savez. Et vous êtes notamment à Bruxelles le lundi, parce que c'est le bureau du parti. En particulier. Notamment un master en médecine pour Mons et pour Namur, à condition que ça ne coûte pas trop d'argent. C'est un bon deal ou pas ? C'est ce qui était prévu depuis déjà des semaines et des semaines et des semaines. Et donc, on a perdu un temps fou, on a perdu une énergie folle, tout simplement parce que l'EMR a bloqué, seul au monde, un master que tout le monde demandait. Je comprends que, vu de Bruxelles, ça puisse paraître peut-être un peu abstrait, mais il faut quand même comprendre que dans certains coins de Wallonie, on a des vrais déserts médicaux, dans le Hainaut notamment. Et donc, il y avait une demande depuis très longtemps. Il y a une seule faculté où on enseignait la médecine en Wallonie, c'était à Liège. Ça veut dire que sur une très grande partie de la Wallonie, il n'y en avait pas. Et donc, on manquait de médecins. Ouais. Cette demande, elle était là depuis 10 ans. Tout le monde l'acceptait sauf l'EMR. L'EMR a enfin accepté, donc je m'en réjouis. Mais quelle énergie et quel temps perdu. Je vais revenir dans un instant sur le blocage politique. Mais c'est vraiment si compliqué que ça pour des Hainuyers de venir étudier, par exemple, à l'ULB à Bruxelles ? Non, c'est pas compliqué, mais enfin, si vous voulez, à un moment donné, toutes les études le montrent, oui, c'est bien que vous citiez les deux, toutes les études le montrent, il y a une grande partie des médecins qui font leurs études de master qui vont rester à l'endroit où ils ont étudié. Et donc, si vous avez plus de la moitié de la Wallonie dans laquelle ces études n'existaient pas, eh bien, vous avez effectivement là une grande perte. Donc, il y a à la fois une spécialisation en médecins généralistes à Namur, puisque c'est évidemment la priorité des priorités, les médecins généralistes, et un master général à Mons. En plus de ça, évidemment, ça a toute une série de rayonnements pour le développement de la région dans une série de secteurs annexes. Donc c'est aussi un levier en termes de développement économique, de création d'emplois qui est très important. On pense vraiment que des étudiants... Et c'est en collaboration avec l'ULB, il ne faut pas l'oublier, c'est l'ULB qui avec l'UMONS va le faire. Et vous pensez vraiment que les étudiants, parce qu'ils auront étudié à Mons, resteront dans le Hainaut ? Il y a une évaluation qui permettra de le vérifier au bout de 5 ans, mais en tout cas, les études le montrent un peu partout dans le monde. C'était une demande qui était massivement formulée partout, bloquée par l'EMR pour des raisons totalement incompréhensibles, puisque dès le début, on avait dit qu'on était d'accord sur le fait que ça ne devait pas avoir de conséquences budgétaires. Maintenant, le MR essaie de faire croire que c'est une grande victoire, mais il y a 3 semaines déjà, c'était proposé dans les décisions. Je voudrais qu'on soit très clair sur ce point-là, parce qu'il y a théoriquement, donc effectivement, l'idée qu'il n'y a pas de financement supplémentaire. Georges Boucher dit on a économisé 450 000 €. C'est faux, ce qu'il raconte alors ? Non, on a déjà proposé, il y a plusieurs semaines, j'ai tous les documents, donc on peut le montrer si nécessaire. C'était sur la table. C'était déjà sur la table. Et donc, malgré ça, il y a encore 3 ou 4 jours, M. Boucher refusait un master, malgré toutes les conditions qui ont finalement été acceptées. Les conditions étaient sur la table. Et donc, il a fallu passer, et je trouve ça profondément regrettable, monsieur Grosfilet, je trouve que c'est une manière de faire de la politique vraiment qui abîme la politique elle-même. Il a fallu aller jusqu'à dire qu'on voterait une majorité alternative le cas échéant, avec toutes les conséquences politiques que ça pouvait avoir, pour que enfin le MR accepte de se rallier à ce qu'était la volonté de l'immense majorité. Tous les autres étaient d'accord. Cette menace de majorité alternative, vous l'auriez vraiment appliquée ou pas ? Bien sûr, j'aurais été jusqu'au bout, parce qu'à un moment donné, indépendamment du fond du dossier, qui était important, c'est aussi une manière de dire ce n'est pas une manière de faire de la politique. Moi, j'en ai assez de toutes ces sorties de M. Boucher en particulier, qui ne servent à rien en plus. Il avait dit on n'augmentera pas les pensions minimum, on l'a fait. Il avait dit on ne mettra pas un impôt sur la fortune, on l'a fait. Il avait refusé la réforme fiscale wallonne, on l'a fait. Il ne voulait pas qu'on réaffirme le cordon sanitaire contre l'extrême droite, on l'a fait. Il ne voulait pas d'un master en médecine, on l'a fait. Bref, tous les 2-3 mois, on doit subir comme ça un blocage, une paralysie du MR, et on doit déployer une énergie politique folle pour arriver à ce que de toute façon sera le résultat de la décision. Donc c'est une manière de blocage, d'agitation médiatique totalement inutile qui abîme la politique. La conclusion de ce que vous venez de dire, Paul Magnette, c'est que vous ne gouvernerez plus avec Georges Boucher ? Oh, écoutez, on verra bien, c'est les électeurs qui décideront, mais en tout cas, j'espère... remonté ce matin, donc ça doit avoir une conséquence ou pas ? Écoutez, moi, je m'habitue et je suis très philosophe et j'essaye de prendre les choses avec beaucoup de distance et avec beaucoup de calme et de sérénité. Donc vous pouvez continuer à travailler avec lui, y compris dans des majorités futures. Je n'aime pas cette manière de faire de la politique. Je n'aime pas les agressions systématiques sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas les attaques personnelles. Je n'aime pas les menaces et les blocages de paralysie que nous devons subir de la part de M. Boucher depuis des années. Mais la conséquence, il n'y a pas de conséquence. Je vous le répète, ça n'a aucun impact. De toute façon, les gouvernements continuent à avancer. Je pourrais vous citer encore une dizaine d'autres dossiers où il y a eu des menaces et où ça n'a je reviens à l'accord. Mais ça fatigue et ça donne une image de la politique, je pense, malheureusement très négative. Je reviens à cet accord quand même. Il n'y aura quand même pas d'hôpital universitaire à Mons. C'était aussi dans l'accord depuis le début. Engagé. Donc au final, les étudiants... C'était dans l'accord depuis le début. Mais Paul Magnette, ça veut dire quand même que les étudiants, au final, ils vont quand même venir étudier, notamment à l'hôpital Erasme. Oui, mais le Erasme a aussi des lits, vous le savez, à Mons, à Charleroi. Donc il y a tout à fait la possibilité d'organiser ces stages dans le Hainaut. Donc la question n'est pas là.
Voilà, et c'était aussi les 3 critères, pas de surcoût, pas d'hôpital universitaire et une évaluation après 5, 6 ou 7 ans. Tout ça était déjà prévu. Donc on a perdu 15 jours de bras de fer juste pour que M. Boucher trouve le temps d'accepter ce qu'il y a encore 15 jours, il refusait. On aura Valérie Glatini dans une vingtaine de minutes, on lui demandera si c'est également la lecture des événements qu'elle nous propose. Je voudrais qu'on parle du conclave budgétaire. Il n'y a pas eu d'accord hier soir, conclave budgétaire au niveau du gouvernement fédéral cette fois-ci. Les travaux vont reprendre ce soir. L'exercice est plus compliqué que prévu ? C'est toujours compliqué un conclave budgétaire, même si on a plutôt des bonnes nouvelles, puisque on l'a vu, toutes les instances nous ont dit le déficit est beaucoup moins important que ce qui avait été les prix prévu, de l'énergie sont redescendus, donc c'est une bonne nouvelle. Ont baissé, donc Alexandre De Croo voudrait quand même profiter de l'occasion pour faire un petit effort supplémentaire. Il parle d'1,7 milliard d'euros d'économies supplémentaires. C'est toute la discussion. D'après l'agence Belga, possible ou pas possible ? C'est toute la discussion. C'est pas dans l'accord de gouvernement, donc on n'est pas obligé de le faire. Ceci étant, moi je ne dis pas d'office que je ne veux pas qu'on aille davantage. Donc on peut faire un petit effort budgétaire lors de ce contrôle. On a quand même un déficit important aujourd'hui. Enfin, on ne va pas le cacher. Un jour ou l'autre, il faudra le résorber. Donc si on peut faire une petite partie de l'effort maintenant, pourquoi pas ? Mais à 2 conditions. La première, c'est que ce soit équilibré. On ne peut pas demander toujours qu'on fasse des économies. Il faut aussi qu'il y ait des recettes nouvelles qui viennent, en particulier du côté des multinationales et du côté du grand capital. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire payer à la fois les fortunes, on l'a déjà fait, mais on doit les faire payer encore davantage, et que les multinationales payent davantage d'impôts. Dans ce cas-là, alors on a un certain équilibre. Et puis en termes d'économie, il faut être aussi un petit peu sérieux. On nous dit toujours on dépense trop. Mais dès qu'on demande où, on n'a plus de réponse. Est-ce qu'il y a trop de policiers ? Le gouvernement précédent, MRNVA, a créé un déficit de 2000 policiers à la police fédérale dans ce pays. Est-ce qu'on va encore réduire le nombre de policiers ? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ? Bien sûr que non. Ou d'infirmiers. Il y a une piste qui est sur la table. Est-ce qu'il y a trop de pompiers ? Est-ce qu'il y a trop de magistrats ? Non. Et donc il y a cette espèce de vieux discours sur lequel il y a trop. Il y a une piste qui est sur la table, c'est le financement des. Il y a une piste qui est sur la table, c'est le financement des CPS, où on a notamment surfinancé l'accueil des Ukrainiens. On peut revoir cette enveloppe. C'est une question spécifique autour du CPS pour l'Ukraine. On peut discuter de choses comme celle-là. Ça, c'est possible. Vous savez, un ajustement budgétaire, normalement, c'est juste vérifier si on a collé au budget qu'on avait formalisé. Et ici, on voit qu'il y a des dépenses plus importantes pour l'asile, il y a des dépenses plus importantes pour la lutte contre la criminalité et la drogue en particulier. Donc, il faut trouver des moyens complémentaires. On peut les trouver dans des pistes qui ne font de difficultés pour personne. Et on peut même aller un petit peu plus loin. Je suis prêt à le faire, mais pour autant qu'il y ait un vrai équilibre et pour autant qu'on préserve les services publics et la sécurité sociale. Le gouvernement fédéral, il doit intervenir dans le dossier Deleuze ou pas ? Je pense que le gouvernement et le Parlement, en tout cas, doivent tirer les leçons de ce dossier qui est en train, vous le voyez bien, de s'envenimer. C'est pas une affaire privée entre un gros groupe et ses employés. Il y a derrière un vrai enjeu de modèle de société. Nous vivons dans une société en Belgique où il y a un vrai dialogue social, où les travailleurs ont des droits qui sont protégés grâce à leurs syndicats. Et ici, on a un groupe qui fait des bénéfices, il ne faut pas l'oublier, qui distribue massivement des dividendes et qui, malgré ça, dit « je vais démanteler le groupe parce que ça va me permettre de donner aux travailleurs des moins bons contrats, des moins bonnes conditions de travail, mais ça, des moins bons salaires. C'est le droit privé, Paul Magnette. Oui, mais il y a une violation, Monsieur Grosfilet, caractérisée de l'esprit de la loi Renault. La loi Renault, vous allez empêcher les entreprises de faire des franchises ? La loi Renault, elle a été faite pour permettre aux travailleurs de se défendre, pour avoir un dialogue social et pouvoir l'exiger. Et ici, il perle les licenciements dans le temps pour essayer de contourner la procédure. Eh bien, on doit faire en sorte qu'on ne puisse pas contourner la procédure et que les syndicats aient pleinement leurs droits. Et on doit faire en sorte aussi que Deleuze reste responsable de ces travailleurs. S'il y a une franchise, si ces travailleurs sont ensuite licenciés, la responsabilité doit rester dans les mains de Deleuze. Ahmed Laouej, qui est votre chef de groupe à la Chambre, a donc déposé une proposition de loi qui veut justement rendre la maison mère responsable de ce qui se passe sur les franchisés. Est-ce que c'est pas un petit peu nier le concept de franchise ? Première question. Et deuxième question, est-ce que votre proposition de loi elle a une chance de passer ? A priori, vous êtes isolé là-dessus. Est-ce qu'une franchise généralisée, ce n'est pas une restructuration déguisée ? C'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est de dire que si aujourd'hui... Donc on va débattre de cette proposition de loi. Bien sûr, et le débat, il a lieu déjà au Parlement, il y a déjà pas mal de soutien. Évidemment, il y a une confrontation entre la gauche et la droite sur ces questions. Il n'y aura pas de majorité de gauche là-dessus. La droite est du côté du patronat, la gauche est du côté des travailleurs. Ça n'est pas nouveau, ça fait 200 ans que ça dure. Mais évidemment, on continuera, nous, à dire qu'il faut défendre les travailleurs et leurs représentants, les travailleurs de la distribution. On va se compter sur cette proposition de loi. Au-delà de Deleuze, d'ailleurs, vous voyez que c'est en train de faire tache d'huile vers d'autres grandes enseignes de la distribution. Il y a encore quelques enseignes qui offrent de bons
bons contrats avec de bons droits, les autres sont en train de tout détricoter. Et donc, si on ne dit pas stop à un moment donné en mettant clairement des règles, on risque d'avoir un détricotage complet. C'est pas dans l'accord de gouvernement et il faudrait une majorité. En l'occurrence, ce serait peut-être même une majorité alternative. Non, mais on va se compter. Vous allez aller jusqu'à on ne fait pas des majorités alternatives. On ne fait pas des majorités alternatives quand il n'y a pas de blocage sur un dossier qui est dans l'accord de gouvernement. Là, il faut convaincre les libéraux de légiférer contre les franchises. J'essaie de répondre à la question, mais c'est difficile, monsieur Grosfilet. Quand on parle de majorité alternative, c'est parce qu'il y a un parti qui nie un accord de gouvernement qui lui-même ne respecte pas la procédure. Mais il faut essayer ici de convaincre largement au sein du Parlement, comme on l'a fait il y a 25 ans avec la directive Renault, justement. C'était après la fermeture de Renault-Villevorde. Il y a eu une prise de conscience généralisée que si on ne prenait pas des règles nouvelles, on allait aller vers une forme de capitalisme totalement sauvage. Vous savez bien que vous n'êtes pas d'accord avec les libéraux sur cette question-là. Est-ce que la proposition de loi va être autre chose qu'une proposition de loi qu'on dépose? Eh bien, on en discute au sein du Parlement et on essaye, et c'est toute la mobilisation. Je pense que l'opinion publique est très largement, je crois, derrière les travailleurs. J'ai pu le constater en me rendant sur place. Et je crois que ce soutien public et ce soutien populaire créent la possibilité d'un vrai débat au Parlement et d'une avancée législative. Dernière question, il y a un dossier ce matin dans Le Soir sur la communication des présidents de partis. Et on révèle, les collègues du Soir révèlent que vous intervenez moins que vos homologues, et notamment nettement moins que Jean-Louis Boucher, dont vous avez beaucoup parlé tout à l'heure. J'interviens plus que mes homologues, à l'exception de Georges-Louis Boucher. Mais c'est difficile d'intervenir plus que Georges-Louis Boucher. Comme président du PS. La stratégie, chez nous, c'est d'avoir une stratégie collective. Au MR, il n'y a qu'une tête, c'est la tête de Georges-Louis Boucher, en général. Chez nous, au contraire, il y a, vous l'avez dit, Ahmed Laouedj, Karine Lallieu, Philippe Claus, beaucoup d'autres à Bruxelles, et beaucoup d'autres, Nawal Benamour, Divervoort, beaucoup d'autres aussi en Wallonie, Fredo Dardenne, Christy Montréal, Caroline Désir, etc. Non, mais voilà, nous avons une stratégie collective. Vous assumez d'intervenir moins souvent que vos homologues présidents de partis francophones. Parmi les 20 personnalités politiques francophones les plus populaires, il y a une dizaine de socialistes. Ça, c'est parce que nous assumons des responsabilités et parce que ceux qui assument les responsabilités vont l'expliquer eux-mêmes ou elles-mêmes dans les médias. Et ça, c'est un choix politique, effectivement. Merci Paul Magnette. Merci d'avoir été notre invité.